Partez sans moi et embrassez Binge Audio pour moi. Bonjour à tous, bonobos du cinéma et ou gibbons de la science et tous ceux qui nous écoutent en se demandant si les singes aiment vraiment les bananes ou si c'est juste le cas pour Donkey Kong. Dans tous les cas, bienvenue dans ce nouvel épisode de 7ème Science où le 7ème art la ramène sa science, un podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. Le principe est assez simple, on prend un film, on se pose des questions plus ou moins énigmatiques et on fait répondre un ou une experte. Ce mois-ci, le film choisi est King Kong de Peter Jackson et la question que je me pose, que tout le monde se pose, c'est: les singes sont-ils vraiment nos si proches cousins ? Pour cela, nous allons voir l'histoire de la primatologie, nos liens de parenté avec ces grands singes et pourquoi il est primordial de les protéger avant qu'ils ne deviennent aussi mythiques, voire mythologiques que ce cher King Kong. Pour cela, nous avons à notre côté une experte, Shelly Massy, primatologue et maîtresse de conférences au Muséum d'Histoire Naturelle, basé au Musée de l'Homme. Bonjour Shelly. Bonjour. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel des faits dans King Kong, sorti en 2005 et réalisé par Peter Jackson. Le film est un remake du film du même nom de 1933. D'ailleurs, ce King Kong-là se déroule la même année, donc 1933, où Anne Darrow est une artiste de musical à New York dont la carrière a été brisée net par la dépression. Se retrouvant sans emploi ni ressources, la jeune femme rencontre l'audacieux explorateur-réalisateur Carl Denham et se laisse entraîner par lui dans une périlleuse aventure. Ce dernier a pour objectif d'achever sur une île lointaine son film d'action, mais il nourrit également en secret une autre ambition bien plus folle, être le premier homme à explorer la mystérieuse Skull Island et en ramener des images. Et sur cette île de légende, Denham sait que quelque chose, et je fais des guillemets avec mes doigts que vous ne voyez pas, quelque chose l'attend, et vous l'aurez compris, cette chose, elle s'appelle King Kong. I've come into possession of a map. An uncharted island. A place that was thought to exist only in myth. Wall! There's a wall ahead! Until now. That's where I'm gonna shoot my picture. You're feeling uneasy, Anne. Feeling's growing. It's washing over you. Scream, Anne! Scream for your life! Est-ce que vous avez vu le film, Shelly ? Oui. Et alors, pas en tant que primatologue, déjà en tant que spectatrice, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est difficile de séparer les deux parce que je suis totalement passionnée par les gorilles. C'était la passion depuis j'avais 8 ans, d'étudier les gorilles et de le mieux comprendre leur esprit. Et donc, dès que je vois un gorille, c'est tout de suite, je tombe amoureuse avec les films. Donc, c'est difficile de le... Mais du point de vue spectatrice, bien sûr, je l'ai trouvé passionnant. Et du point de vue des primatologues et experts de gorilles, j'ai trouvé que le gorille a été très bien fait. King Kong, physiquement, ça a été vraiment bien fait parce qu'il était vraiment un très beau dos argenté et c'est pas toujours le cas. Oui, à l'époque, c'était des CGI, évidemment, c'est de la performance capture. C'était Andy Serkis qui jouait le singe et c'est vrai que c'était assez bluffant. Enfin, en tout cas, pour moi qui ne suis pas une experte des singes, il était plus vrai que nature, ce King Kong. Et déjà, je voudrais commencer par vous poser la question, quand est-ce que c'est apparu la discipline la primatologie? Quand est-ce qu'on a commencé à se dire, tiens, on va étudier les singes? Oui. Alors, je pense qu'on peut trouver les racines plutôt de la primatologie vraiment à l'international vers les années 50, quand le paléanthropologue Leakey, il est très connu parce qu'il étudiait les fossiles, l'évolution humaine à partir des fossiles. Mais c'était le premier qui s'est rendu compte qu'on pouvait encore comprendre mieux l'évolution humaine à partir de l'observation des grands singes, nos cousins vivants. Parce qu'on peut comprendre beaucoup à partir des fossiles, mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas comprendre, comme par exemple les capacités cognitives ou le comportement. Et on peut comprendre ça à partir de l'observation des grands singes. Donc, il a choisi 3 femmes
qui sont très renommés à l'international et qui sont Jane Goodall, qui a été envoyée par lui en Tanzanie à étudier les chimpanzés, Brigitte Galdigas, qui a été envoyée à étudier les orang-outans, et Diane Fossey, qui a été envoyée à étudier les gorilles au Rwanda. Tous les trois ont fait un travail magnifique parce qu'elles ont, pour la première fois, vraiment ouvert la primatologie de terrain. Donc, l'observation des individus sont les premiers qui ont pu approcher des individus des grands singes. Et aussi, sont les premiers qui ont commencé à donner vraiment des noms aux individus qu'elles étudiaient et à découvrir les premières découverte, vraiment comme que les chimpanzés ont une culture, que dans les gorilles, les dos argentés avaient un rôle des guides du groupe, les vocalisations, la communication entre les individus. Donc, ce sont les premières qui ont montré qu'il y avait un petit peu d'humanité aussi chez les grands singes. Dans King Kong, par exemple, le grand singe, il est fasciné par Anne, l'actrice qui est jouée par Naomi Watts dans le film. Il a une relation particulière avec elle, il la protège, il est très très proche d'elle. Et là, vous dites, on envoie 3 femmes pour étudier ces grands singes. Est-ce qu'il y a un lien particulier entre les femmes et, en tout cas, est-ce qu'ils sont plus adeptes à même de sympathiser avec les femmes ou pourquoi les femmes en particulier sont essentielles et représentent vraiment cette discipline? C'est une question que tout le monde me pose. Et parce que vous êtes une femme aussi et vous êtes primatologue, donc on commence à avoir beaucoup de liens. Oui, c'est une question effectivement qu'on se pose parce que la majorité des chercheurs de terrain sur les grands singes sont des femmes. Je pense que la réponse classique, c'est que les femmes ont plus des capacités d'observation, des patience à observer de façon très détaillée des comportements. Mais moi, je pense aussi que, vu que ces femmes, et aussi moi et d'autres femmes qui font de la recherche de terrain, on reste vraiment des années dans la forêt à observer ces animaux. Et donc, c'est plutôt que peut-être on arrive un peu plus à supporter, je dirais, l'éloignement, d'être isolé dans la forêt. Et aussi, peut-être, les hommes sont un peu plus... ils vont un peu plus vers la carrière, donc ils ont plus les besoins de rentrer, de ne pas passer des années vraiment isolés et perdus dans la forêt. Cela dit, il y a aussi des primatologues hommes qui font très bien leur travail. Non, c'est sûr que quand on pense à primatologue, c'est vrai qu'on a des noms comme ça, Jane Goodall, comme vous l'avez dit, évidemment Diane Fossey, qui a particulièrement marqué les esprits du grand public, et notamment avec Gorille dans la brume, enfin le film qui est adapté de son histoire, tragique par ailleurs. Est-ce que les singes vont plus facilement vers les femmes ou pas du tout? C'est juste un hasard qui est comme ça? Moi, je dirais pas. À partir de mon expérience, je vois pas. C'est vrai qu'en comparaison avec les 3 femmes qui ont commencé la primatologie, on se rapproche, notre rapport vis-à-vis des grands singes dans la nature, c'est très différent par rapport à eux. Eux, les embrasser, les prendre dans les bras, les toucher, les caresser. Et nous, aujourd'hui, on ne peut pas faire ça, c'est interdit totalement. Il faut quand même rester à une distance de 5-10 mètres pour ne pas interagir avec eux. C'est simplement parce qu'ils sont tellement similaires à nous qu'ils peuvent attraper nos maladies, mais ils n'ont pas les défenses immunitaires pour se reprendre. Et donc, si Jane Goodall, Diane Fossey donnaient à manger aux gorilles, aux chimpanzés, et comme ça, il avait plus de confiance avec elle. Nous, on a vraiment l'interdiction totale d'interagir avec eux. Donc, on ne voit pas de différence éclatante vis-à-vis de leur comportement, vis-à-vis des femmes ou vis-à-vis des hommes. Ce que je peux dire, c'est que surtout, sont quand même des animaux sauvages. Les gorilles, par exemple, sont très silencieux. Ils peuvent passer derrière toi et tu ne te rends pas compte. Même si la forêt est dense, il y a beaucoup de lianes, mais ils marchent très doucement. C'est bizarre parce qu'ils sont quand même très grands, très gros. Oui, c'est étonnant. C'est incroyable. Et
Et alors, ce que je peux imaginer, c'est que la douceur d'une femme, aussi dans l'approche vers les animaux, c'est quand même plus calme, plus doux, et donc c'est plus facilement peut-être accepté, en plus de tout ce qu'on avait dit, aussi la patience dans l'observation de long terme. Comment se fait ce travail de primatologue ? Tout d'abord, on observe des individus qui sont habitués, on dit habitués à la présence de l'observateur humain. Et cette habituation, ça peut prendre plusieurs années selon de l'espèce, donc si on parle de chimpanzés ou de gorilles, et même au sein du gorille, de l'espèce de gorille. Donc, par exemple, si pour approcher et observer de façon très près un gorille de montagne, un groupe de gorilles de montagne, il y a au moins 2 ans d'habituation. Et si on veut observer un groupe de gorilles des plaines de l'Ouest, que c'est l'espèce que j'étudie, qui est beaucoup moins étudiée que les gorilles de montagne, parce qu'ils sont beaucoup plus difficiles à être habitués. Et donc, on prend 8 ans des charges, des agressions de leur part, des fuites, pour avoir quand même un niveau d'habituation qui nous permette de les approcher et ils restent et on peut les observer. Le but de l'habituation aujourd'hui, comme je disais, c'est différent de celle de Dian Fossey, par exemple, qui lui donnait à manger. Pendant notre habituation, on essaie vraiment de ne pas interagir et d'être un élément neutral de l'environnement. C'est-à-dire que on est comme... avant, je disais, on est comme un objet, comme un arbre dans l'environnement, mais aujourd'hui, je me rends compte qu'ils ne nous regardent pas comme un arbre, ils nous regardent quand même comme des animaux qui peuvent être aussi en compétition avec eux. Et donc, ils nous regardent comme un animal qui est là à côté d'eux. Et en fait, même s'ils sont très habitués, il faut toujours faire attention parce que si on est à côté d'un fruit que le doigt argenté, le chef du groupe, veut manger, il peut quand même nous agresser et nous charger, même s'il nous connaît très bien, juste parce qu'il le ferait aussi avec ses fils. Oui, n'importe quel autre animal, en tout cas. Oui, parce qu'il veut le fruit, quoi. Même avec les individus de son groupe, il fait la même chose. Ou sinon, par exemple, si on est sur sa route, il veut passer par ce chemin, il faut quand même se déplacer vite, sinon il va nous charger parce que c'est lui c'est le chef, donc il faut lui laisser la place. Mais à part ça, on essaye de ne pas avoir vraiment d'interaction, de se mettre à côté, de ne pas modifier leur comportement. Cela nous permet alors d'arriver le matin et choisir un individu, une fois qu'ils sont très habitués. On choisit un individu et on reste avec cet individu toute la journée et on le suit vraiment n'importe où il va, dans le marécage, dans la rivière, sous les fourmis qui piquent. On le suit de façon que cela m'a permis vraiment de me mettre dedans la tête de gorille et de comprendre vraiment pourquoi il agit comme ça et pas comme ça, pourquoi il mange ça et pas l'autre chose. Parce qu'on a une vision de la journée et de son esprit vraiment. En l'accompagnant aussi proche. Oui. Et vous disiez, depuis que vous avez l'âge de 8 ans à peu près, vous avez envie d'observer les gorilles. On a parlé de Jane Goodall, de Dian Fossey, par exemple. Il y en a d'autres, Biruté Galdikas aussi, par exemple. Je crois que c'est plutôt les orang-outans, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce qui vous a donné à 8 ans l'envie de faire ça ? Est-ce que c'est ces femmes-là ou est-ce que c'est justement des King Kong, par exemple, des films qui mettent en scène ces grands singes ? C'est une très bonne question parce que tout le monde me pose la question si c'était grâce à Dian Fossey que j'étais fascinée par les gorilles. Eh bien non. Comme tous les enfants, j'ai regardé beaucoup de documentaires. Je suis née avec la passion des animaux. J'ai adoré les grands mammifères. Mais au début, j'ai détesté les primates parce que je voyais le côté méchant de l'homme. Parce que je voyais surtout, j'étais tombée surtout sur des documentaires qui parlaient des chimpanzés et qui faisaient la guerre. Donc, il me semblait un peu trop violent. Mais après, à 8 ans, je suis tombée sur un documentaire sur les gorilles de montagne. Ce sont les gorilles que Dian Fossey étudiait. Et là, j'ai vu 2 gorilles qui observaient un caméléon en face d'eux. Et un de 2 a commencé à caresser ce caméléon sous le profil jusqu'à faire le tour de la queue qui
qui retourne un petit escargot. Ouais. Oui, c'est ça. Et là, je suis tombée amoureuse avec les gorilles parce que je pensais déjà avoir un animal qui observe un autre animal, c'est très passionnant. Et après, qu'un de deux l'a caressé de façon si gentille, donc tout de suite, j'ai vu le côté positif de la proximité avec l'homme et bon, je suis tombée amoureuse avec eux et mon rêve, c'était de les étudier, de comprendre leur esprit. Mais c'était un rêve qu'en Italie, on dit le rêve dans les tiroirs. C'est le rêve qu'on ne pense jamais de pouvoir réaliser. Et finalement, j'ai eu la chance pas seulement de le réaliser, mais aussi de faire ma passion, mon travail. Vous êtes l'exemple vivant qu'il ne faut pas lâcher, en tout cas. Exactement, c'est ça que je dis toujours à mes étudiants, jamais lâcher. Et donc, on en parle justement, on parlait de la douceur de ces gorilles qui observaient. C'est vrai que nous-mêmes, quand vous parlez de documentaires, on passe notre vie à observer, à regarder les autres et les autres espèces. Mais concrètement, quels sont nos liens de parenté avec ces singes? On dit toujours que c'est nos cousins, mais on n'est pas de la même. C'est pas du tout exactement la même chose, les singes et les humains. Donc, quels sont nos liens de parenté? On appartient au même ordre, l'ordre des primates, mais surtout, on appartient à la même famille, la famille des hominidés. Nous, les primatologues, on définit l'homme comme un grand singe. Donc, il n'y a pas que les gorilles, les chimpanzés, les orang-outans, mais aussi l'homme, ça fait partie de la même famille. Et donc, on peut imaginer, à partir, par exemple, des observations des grands singes sur le terrain, on peut imaginer que nos ancêtres communs avec les grands singes pouvaient se comporter de façon similaire aux grands singes d'aujourd'hui et qu'il avait vu qu'ils vivaient, ils se sont évolués, si vous voulez, dans l'habitat de la forêt, on peut imaginer qu'il avait les mêmes contraintes de l'environnement et donc qui a déclenché certains comportements selon les différentes contraintes. Et donc, à partir de l'observation du comportement des grands singes, on peut mieux comprendre l'origine de certains comportements chez nous. Et donc, mieux comprendre pourquoi après, par exemple, la culture, la capacité de fabriquer des outils est devenue si importante pour notre culture, pour notre espèce, et pour notre évolution, par exemple. Et alors, qu'est-ce qui les différencie finalement, les singes et les humains, si on est tous des hominidés et des grands singes? Qu'est-ce qui fait qu'on on croise pas des gorilles dans le métro? Donc, qu'est-ce qui fait que... si vous pensez que on partage avec les chimpanzés 98,8%, c'est beaucoup, de l'ADN. Ce petit pourcent qui manque pour arriver à 100, ça fait la différence. Et c'est vrai que les grands singes, entre les primates, sont les singes qui ont le plus grand cerveau. La taille du cerveau est très grande par rapport aux autres primates, aux autres singes. Mais chez l'homme, par exemple, on a 10 fois plus de neurones dans le cerveau. Mais quand à travers ces singes, on cherche à faire des liens avec notre propre évolution, notre propre peut-être comportement de nos ancêtres, les ancêtres de l'homme en fait. Est-ce qu'on n'a pas un risque à un moment donné de trop se projeter avec ces singes? D'ailleurs, j'ai une petite question. Est-ce que vous leur donnez des petits noms aux singes de la vallée, les gorilles de la vallée que vous croisez? Est-ce qu'ils ont tous des petits noms et il n'y a pas un risque d'anthropomorphisme en fait? Oui, c'est un des plus grands défis de notre métier, c'est vraiment d'essayer d'être neutre dans nos observations parce que c'est facile de dire, par exemple, je travaille avec, tous les jours, je travaille avec les pygmées Aka, qui sont les peuples de la forêt. Et parfois, quand on observe les gorilles, ils me disent « Ah, le gorille est très intelligent, il est en train de manger des plantes que nous, on utilise comme vermifuge quand on a des problèmes d'intestin. » Et bon, alors là, c'est très facile de dire « Ah, le gorille le sait, il le mange », donc on fait de l'anthropomorphisme. Ça veut dire qu'on projette nos pensées au grand singe aussi. Et donc, on essaye de faire nos recherches de façon d'exclure ou quand même pouvoir démontrer que un comportement est dû à la cognition, à l'intelligence ou à l'environnement. Et donc, essayer de ne pas faire cette erreur, de tomber dans l'anthropomorphisme et faire des parallèles trop vite avec ces animaux. Comme on voit dans King Kong, il tombe amoureux
d'une femme. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on n'est pas très différents. Et donc, le fait qu'on est très proches, ça nous permet de les observer, de comprendre certains comportements et l'origine de certains comportements chez l'homme, mais ça nous dit aussi de faire attention, de ne pas attribuer des comportements quasi humains ou des raisons pour de certains comportements à des raisons plutôt humaines. Oui, il ne faut pas faire des conclusions trop rapides, trop d'analogies trop vite, quoi. Oui. C'est un peu ça l'idée. Et il faut toujours tenir en compte qu'ils sont des animaux sauvages. Et donc, par exemple, quand il y a les chercheurs qui les étudient dans les zoos, ils font des expériences pour tester certains comportements qui, basés souvent sur ce que l'homme pense, mais il faut penser que ces animaux, même s'ils sont dans des zoos, tout d'abord, ils se sont évolués dans un environnement naturel qui est très différent des enclos de zoos. Et donc, il faut réfléchir de façon propre à l'espèce et pas à l'homme, juste parce qu'ils sont similaires à nous. Il faut faire un petit effort de sortir de soi et de plus partir d'eux au lieu de partir de nous. C'est un peu ça l'idée. C'est pas très simple parce qu'il faut bien comprendre, il faut bien connaître aussi l'animal dans son environnement naturel. Et donc vous disiez, vous leur donnez des petits noms. Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux petits noms de vos... C'est comme tout, on a toujours des chouchous. Est-ce que vous avez des chouchous dans le gorille des plaines? Et c'est dans quel pays? Et c'est dans la République centrafricaine que je les étudie depuis 22 ans. Et donc, oui, mes petits chouchous, c'est sûrement le doigt argenté Macumba, que je connais depuis 22 ans et donc qui est resté pour le moment le chef du groupe. Donc, bien évidemment, je me suis attachée à lui. Tout d'abord, il est beau, il est magnifique, il semble un dessin animé de Disney, comme il est beau. Et après, ses enfants se sont, on peut dire, entre guillemets, mariés parce qu'ils sont partis. Donc, c'est vraiment lui qui est resté depuis longtemps. Et donc, avec qui j'ai vécu beaucoup d'aventures. Surtout son habituation qui était très dure, qui a duré 8 ans et il m'a chargé beaucoup, parfois même 5 fois par jour. C'est beaucoup. Oui, parce que j'ai utilisé cette méthode dont je vous ai expliqué avant, c'est la méthode de l'animal focal, de la suivi de l'animal focal, et donc que je prenais un individu le matin et je le suivais pour toute la journée et il n'acceptait pas que j'étais au milieu du groupe. Il était habitué, mais il n'acceptait pas encore qu'on pouvait passer entre lui et sa femelle, par exemple. Donc, ça m'a coûté beaucoup de charges et de peur. Oui, j'imagine quand il y a parce que ça fait combien de kilos un gros singe comme ça? Entre 180 kilos et 200 kilos le doigt argenté selon l'espèce. Voilà, donc quand il y a un truc de 200 kilos qui débarque, oui, j'imagine que ça va faire un petit peu peur quand même. Combien de temps ça vit, la moyenne d'âge d'un gorille? C'est une bonne question parce qu'on estime que le gorille de plaine, plus ou moins, peut arriver à 45 ans. Et le gorille de montagne plutôt à 40. D'accord. Mais selon nos estimations, Macumba a déjà 45 ans. Et d'autres doigts argentés qu'on a suivis, on a habitués, qui étaient plus jeunes que lui, ils sont déjà morts. Donc, j'espère que ça va durer encore un peu. Ah, bah donc c'est un recordman en fait, Macumba. Et donc vous en parliez, on s'attache évidemment, mais c'est quoi exactement leur comportement socialement? Comment ça fonctionne? Déjà, par exemple, quand il y a un groupe, est-ce que c'est un nom spécial d'ailleurs, un groupe de gorilles? Pour les gorilles, on l'appelle groupe. D'accord. Pour les chimpanzés, on l'appelle communauté. D'accord. Parce que chez les gorilles, on a typiquement un système à harem, on dit. Donc, il y a le doigt argenté et ses femelles et leurs petits. Après, chez les gorilles de montagne, il y a quelquefois un doigt argenté de plus ou 2 doigts argentés de plus qui aident le doigt argenté principal. Mais ça, on ne le retrouve jamais chez l'espèce que j'étudie, le gorille des plaines de l'Ouest.
Et par exemple, chez les chimpanzés, on a plusieurs femelles et plusieurs mâles. Et il y a une hiérarchie entre les femelles et le mâle. Donc, il y a le mâle alpha et la femelle alpha aussi. Et donc, c'est pour ça qu'on dit communauté. Et pour les gorilles, on a les petits, soit les mâles, soit les femelles, à l'âge, à la maturité sexuelle, on dit. C'est pas aussi, on peut dire, presque à l'âge adulte, ils vont quitter le groupe. Donc, les femelles vont rejoindre un autre mâle ou un mâle solitaire. Et le mâle devient mâle solitaire et il essaye d'attaquer les autres groupes pour pouvoir former leur groupe. Donc, pour pouvoir voler des femelles à d'autres groupes et former leur propre groupe. Il y a certains mâles qui n'arrivent jamais à le faire et il y a d'autres qui qui réussissent très bien. Et il y a certaines études qui montrent que les doigts argentés les plus sexy, entre guillemets. Comme Macumba. Exactement. Ceux qui arrivent à avoir plus de femelles sont ceux qui ont une crête plus grande. Parce que je ne sais pas si vous avez jamais remarqué, mais les doigts argentés, le mâle adulte, donc par rapport aux femelles, ils ont une grande crête sur la tête. Ça me dit quelque chose, oui. Et donc, plus c'est grande cette crête, plus apparemment il a des capacités de pouvoir acquérir plusieurs femelles. Il a du charme, quoi. Donc, en fait, ça, c'est les gravures de mode selon les gorilles, c'est la crête. Enfin, c'est ça qui compte. D'accord, c'est le point sexy. Ça, c'est intéressant. En même temps, les cheveux, ça joue aussi, parfois aussi chez l'être humain. Mais c'est vrai. Finalement. Après, socialement, parce qu'on les compare tout le temps à l'être humain, mais concrètement, comment il fonctionne? Est-ce que vous avez parlé de violence tout à l'heure chez les chimpanzés? C'est vrai qu'on a une image parfois un petit peu violente chez eux. Donc, comment ils fonctionnent entre eux, avec leurs petits? Est-ce que justement cette agressivité, elle est vraiment là? Enfin, comment ça fonctionne? Au niveau social, on peut avoir plusieurs parallèles après avec l'homme selon les espèces dont on parle. Par rapport aux chimpanzés, effectivement, c'était vraiment Jane Goodall qui s'est aperçue que les chimpanzés des différentes communautés, ils faisaient vraiment la guerre quand ils se rencontraient. Mais parce que les chimpanzés, par rapport aux gorilles, ils sont très territoriaux. Donc, ils défendent leur territoire. Et donc, une autre communauté ne peut pas aller dans le territoire de la communauté voisine. Et donc, il y a une notion de propriété, quoi. Exactement. Propriété de l'espace. Et donc, dès qu'ils sont, on peut dire, à la bordure de leur territoire et ils trouvent les autres de la communauté voisine qui sont à la bordure, ils peuvent s'attaquer, même s'ils sont des chimpanzés qui ont grandi ensemble. C'est ça qu'a dénoncé Jane Goodall, c'était la première qui a vu ça. Et donc ça ressemble un peu, a été un peu proposé comme peut-être une sorte de guerre et donc un comportement qu'on pouvait étudier de façon détaillée pour avoir plus d'informations sur ce qui a originé la guerre qui malheureusement on connaît aussi aujourd'hui caractérise un peu notre espèce. Chez les gorilles, c'est totalement différent. Ils ne défendent pas leur territoire et ils défendent seulement leur famille. D'accord. Et donc, ils sont vraiment des bons papas, si vous voulez, parce qu'ils essayent de défendre leurs petits. Dans un même territoire, on l'appelle d'ailleurs pas territoire, parce que territoire est seulement celle qui est défendue. On l'appelle dans leur zone où ils vivent. Il peut y avoir plusieurs groupes. Quand ils se rencontrent, il y a toujours un risque d'infanticide. Parce que les doigts argentés d'un groupe différent, ils vont essayer de tuer les petits bébés dépendants de la mère. C'est un peu comme chez les lions, c'est très connu, ça s'appelle infanticide. Et donc, ils vont essayer de tuer ce bébé. Et s'ils arrivent à le tuer, et le doigt argenté n'était pas si fort pour défendre sa famille, la femelle va, après quelques jours, quitter le groupe et rejoindre un autre doigt argenté, qui n'est sûrement pas le tueur de son petit, mais c'est un système social, l'infanticide, un mécanisme social, l'infanticide, qui permet de libérer certaines femelles et avoir un échange entre les femelles et les groupes. Et la même chose qu'on a observé souvent, c'est que quand le doigt argenté devient un peu vieux,
il a plus la même puissance de pouvoir défendre son groupe. Et donc, on voit petit à petit qu'il perd ses femelles. Pour vous faire un exemple de Macumba, on avait parlé de lui. Quand on l'a essayé d'habituer au début, vers 2001, il avait 5 femelles. Et aujourd'hui, il n'a que 2 femelles. Donc, au fur et à mesure des années, il est devenu plus vieux. Donc, il peut se permettre seulement d'avoir 2 femelles parce qu'il n'arrivera pas à protéger plus que ses femelles. C'est déjà pas mal de travail. Mais est-ce qu'on peut dire, par exemple, que King Kong, il est tout seul. Bon, il est peut-être tout seul parce que c'est peut-être le dernier de son espèce, mais ça, on y reviendra. Mais est-ce que, dans ce cas-là, s'il n'était pas tout seul dans son espèce, on pourrait dire que c'est une sorte de mâle solitaire? Oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est exactement comme ça. On a des mâles solitaires qui sont comme ça, qui se baladent dans la forêt, qui font de longues distances pour chercher d'autres groupes à attaquer. Et les groupes qui ont suivi, normalement, ont suivi seulement des groupes familiales, on peut dire. Et donc, ils sont toujours terrorisés par ces mâles solitaires qui, malheureusement, les attaquent de temps en temps. Oui, puisqu'ils veulent former leur propre famille, c'est ce que vous expliquez. Et vous avez parlé plusieurs fois de culture chez ces grands singes. Qu'est-ce qu'on entend par la culture chez eux? Alors, la culture a été étudiée surtout chez les chimpanzés et les orang-outans. Les évidences pour les gorilles sont encore très peu et c'est effectivement une de mes recherches en cours que j'essaye de démontrer qu'il y a une culture aussi chez les gorilles. Mais chez les chimpanzés et les orang-outans a été beaucoup plus étudié parce qu'ils utilisent beaucoup d'outils. Donc, par exemple, les chimpanzés peuvent utiliser une pierre pour casser les noix. Et ces chimpanzés sont, par exemple, les chimpanzés qui sont en Côte d'Ivoire. Les chimpanzés en Ouganda, même, ils ne le font pas, même s'il y a les mêmes pierres et les mêmes noix. Donc ça, c'est une différence culturelle, parce que ce n'est pas une différence liée à l'environnement. Un autre exemple, chez les orang-outans, il peut utiliser un bâton pour ouvrir un fruit qui s'appelle Nessia. Mais il y a 2 populations de la même espèce qui sont séparées par un grand fleuve que les orang-outans ne peuvent pas traverser. Et ce que les chercheurs ont vu, c'est qu'une population au nord la population au nord de la rivière utilise le bâton, par exemple, pour ouvrir ce fruit, et que la population au sud de la rivière ouvre le fruit sans l'utilisation d'un bâton. Donc ça, c'est clairement une différence culturelle et pas environnementale. D'accord. Je vois pourquoi aussi on peut faire vraiment de liens au-delà de notre patrimoine ADN, j'ai envie de dire, le lien avec les humains, c'est aussi ces différences-là culturelles et régionales en fait, finalement, comme les humains qui ont développé des choses différentes en fonction de là où ils se trouvaient sur le globe en fait. Oui. Donc on peut s'amuser à ça. Oui. Et vu que vous me posez la question avant des relations sociales, la base de la culture, il y a l'apprentissage social. Donc ce qu'on montre, c'est aussi que ce type de comportements sont transmis de génération en génération, donc qu'il y a vraiment un apprentissage par observation des autres. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on a chez nous. La transmission, en tout cas. La transmission, elle est là. Et en fait, pour terminer, j'aimerais bien justement venir sur aussi en lien avec King Kong. On l'a dit, King Kong, c'est un être mythique. Il n'existe pas, King Kong, a priori. Je crois qu'il fait dans les films entre 20 et 45 mètres. Ça dépend des films. Je pense qu'il n'y a jamais eu de singe de cette taille-là. Mais des très grands singes, il y en a eu, je crois. King Kong, apparemment, c'est une espèce qui n'existe plus et s'appelait le Gigantopithecus. Donc, c'était vraiment le plus grand singe qui a jamais existé et donc qui a été utilisé qui est devenu une espèce mythique utilisée pour des films. Qui a inspiré en tout cas fortement, parce que on en avait parlé un petit peu au téléphone avant, et c'est vrai que je suis allée me renseigner, donc j'ai vu qu'il vivait au Pléistocène, donc à peu près 100 000 ans avant notre ère, et particulièrement en Asie. Je crois que si j'ai bien compris, c'était plutôt par là qu'il était ce gigantopithèque, et qu'il était très grand, pas loin de 4 mètres de haut. Moi, j'irais pas l'embêter, clairement. Mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Parce qu'on a parlé évidemment de Jane Goodall, de Diane Fossey, qui ont été aussi des femmes qui ont beaucoup alerté l'opinion sur la protection de ces animaux, sur le fait de prendre soin d'eux.
qu'est-ce qui fait que maintenant on pourrait voir disparaître éventuellement ces grands singes et qu'est-ce qui est fait pour les protéger? Tous les grands singes sont menacés d'extinction et il y a certains qui sont un peu plus comme les gorilles et les orang-outans qui sont très menacés. Les chimpanzés, heureusement, sont menacés seulement parce qu'il y a des différents degrés selon la taille de la population et l'espace qu'il habite, différents degrés de menaces selon l'espace qu'il habite et la taille de la population. Et malheureusement, ils sont menacés par différentes choses. Donc le braconnage, par exemple, mais aussi le trafic illégal de certains individus qui aujourd'hui, il faut savoir que tous les individus qui sont dans les eaux ne sont pas normalement prélevés dans le milieu naturel. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. C'était dans les années 70 qu'on les faisait encore, mais aujourd'hui, c'est totalement interdit. Donc, normalement, les individus qui sont dans les parcs zoologiques sont issus de la reproduction des individus qui étaient déjà dans les parcs zoologiques. Mais il y a malheureusement du trafic illégal encore qui prélèvent des petits enfants et sont surtout transportés à l'Est, comme la Chine ou la Russie. Et donc, malheureusement, ça existe encore. Et imaginez, pour prendre un petit bébé des gorilles, il faut tuer tout le doigt argenté, sa mère, et tous les autres individus du groupe qui vont essayer de protéger. Mais surtout, le braconnage est augmenté aussi par l'instabilité politique de certains pays où les grands singes vivent. Par exemple, pour faire un exemple, entre autres, en République centrafricaine, il y a la guerre civile depuis 2013. Et donc, on a eu beaucoup de problèmes avec le braconnage qui a augmenté avec les rebelles qui sont arrivés à Dzanga-Sanga, où je travaille avec les gorilles, et donc qui ont braconné, par exemple, les éléphants, mais il y avait aussi une augmentation générale des braconnages. Ils ont tué même un gorille à côté de moi, à 40 mètres de moi. Moi, j'étais avec les doigts argentés, qui n'était pas Macumba, c'était un autre. Et ils ont tué son fils à côté de moi. Et tout ça, c'est à cause de l'instabilité politique qui rend les choses beaucoup plus difficiles. Mais probablement la menace la plus grande pour les grands singes, c'est la disparition de l'habitat. Donc la conversion de la forêt, que c'est l'habitat primaire de la majorité des grands singes, en conversion agricole sur la grande échelle. Parce que il ne faut pas imaginer, ce n'est pas la petite population qui est là-bas, qui cultive ces champs de bananes ou de maïs, mais c'est vraiment la cultivation à la grande échelle, comme par exemple les palmiers à huile, qui aujourd'hui sont une très grande réalité en Asie et qui sont en train de faire disparaître l'habitat naturel de l'orang-outan, mais ça, c'est en train de devenir de plus en plus fréquent aussi en Afrique. Avant de vous laisser repartir aussi auprès de ces très beaux animaux, j'avais une petite question, Chélie, parce que moi, je vous ai imposé King Kong, mais est-ce que vous avez un film à me recommander? Alors, le film de votre choix, ce n'est pas forcément lié aux singes, je vous laisse sortir des singes, donc ce que vous voulez. Bon, c'est difficile pour une personne passionnée comme moi pour les gorilles. Bien évidemment, mon choix sera Gorille dans la brume. Ah, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que ça raconte? Parce que bien évidemment, après être tombée amoureuse des gorilles, j'ai tout de suite la deuxième étape, c'était de regarder ce film et lire les livres qui l'a inspiré. Et bien évidemment, là-bas, on retrouve cette femme qui a vraiment beaucoup lutté pour les gorilles et qui les a rendus célèbres à l'international, de point qu'ils ont pu être très protégés. Et pour finir sur une note positive, les gorilles de montagne, grâce aussi aux efforts de Dian Fossey et de tous ceux qui l'ont suivi, parce qu'aujourd'hui, il y a le Dian Fossey Gorilla Foundation. Les gorilles de montagne sont la seule espèce de grands singes qui n'est pas qui est en train d'augmenter comme taille de la population. Donc ça nous montrait que vraiment on peut le protéger et essayer d'arrêter leur disparition.
J'espère que vous arriverez à faire, que la même chose va se passer en tout cas pour les gorilles des plaines de l'Ouest et un très beau film d'ailleurs, donc avec Sigourney Weaver évidemment qui incarne Dian Fossey et son, je l'ai dit tout à l'heure, destin tragique. Merci Chélie d'être venue nous donner des nouvelles des grands singes. 7e Science, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans un mois avec un nouvel épisode de ce podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. En attendant, vous êtes parés pour briller dans les dîners.